Bonjour les amis, que la paix soit sur vous. Donc dans les vidéos précédentes, on a parlé de Alfred Kinsey. On va continuer là avec le planning familial, son histoire, son discours et ses objectifs. J'ai trouvé ça sur internet en PDF, donc je vais vous le lire. Donc l'IPPF, c'est l'International Plan Parenthood Federation. Excusez-moi pour les prononciations. Et le, le- le site s'appelle Jonas, espace collaboratif contre la pédocriminalité. Donc le planning familial, discours et objectifs. Les différentes entités réunies sous le terme générique de planning familial forment une constellation internationale puissante, la fédération, l'IPPF, dont les objectifs sont d'agir sur les comportements, les cultures, les lois des pays où elle milite afin de faire advenir un système de valeurs porté par ce mouvement. En France, le planning familial se présente comme féministe et d'éducation populaire et déclare militer pour le droit à l'éducation, à la sexualité, à la contraception, à l'avortement, à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes et combat toute forme de violence et de discrimination. Derrière cette présentation respectable et militante, on découvre des discours très ambigus sur la sexualité et la sexualisation des enfants. Ces notions troubles se retrouvent dans les droits sexuels écrits et promus par l'IPPF, ainsi que dans d'autres textes mis en avant par l'IPPF, comme les standards pour l'éducation sexuelle en Europe de l'OMS. Ces aspects viennent tout droit de l'Institut Kinsey, qui entretient avec l'IPPF des liens étroits de doctrine sur le sujet. Naissance du planning familial 1916. Le planning familial est marqué dès sa création en 1916 aux États-Unis par la forte personnalité de sa fondatrice Margaret Sanger, 1879-1966. Celle-ci est qualifiée de militante anarchiste dans ses biographies officielles pour signifier qu'elle s'est insurgée contre les principes socio-religieux interdisant la contraception, ce qui l'amena à fonder la Ligue pour le contrôle des naissances, American Birth Control League, qui devint plus tard le planning familial Planned Parenthood, défendant ardemment qu'une femme doit pouvoir décider d'être enceinte ou non. Elle gagna peu à peu de l'audience et de la crédibilité dans sa communication grand public et devant les tribunaux. L'expérience de Margaret Sanger. Issue d'une famille nombreuse d'origine irlandaise, sa mère eut 18 grossesses et 11 enfants. Elle travaille jusqu'en 1914 comme infirmière et sage-femme dans les quartiers les plus pauvres de New York. Elle est alors confrontée directement au sort des femmes régulièrement enceintes, aux grossesses à problème et au danger des avortements clandestins. L'information sur la contraception est alors interdite par la loi, comme stock. Cette femme meurt toutes les 1000 naissances, taux comparable à celui des pays les plus pauvres. Elle assiste en 1912 à la mort d'une jeune mère de 3 enfants qui avait tenté d'avorter seule. Très choquée, elle confie: Je ne pouvais en supporter davantage. Je savais que je ne pourrais plus me contenter de ma tâche d'assistance aux mourants. J'étais résolue à agir pour changer le destin de ces mères de famille dont la misère était aussi immense que le ciel. Communication de Margaret Sanger. Pour faire prendre conscience de cette situation à ses contemporains, Margaret Sanger écrit 2 séries d'articles, Ce que chaque mère devrait savoir et Ce que chaque fille devrait savoir, dans le journal socialiste le New Yorker. En 1914, elle lance un journal, The Woman Rebel, où elle affirme que le corps d'une femme n'appartient qu'à elle seule. Elle réclame pour les femmes rebelles le droit de paresse, le droit d'être mère célibataire, le droit de détruire, le droit de créer, le droit d'aimer, le droit de vivre. La publication est saisie presque à chaque numéro. Elle dirige ensuite de 1917 à 1928 le magazine Birth Control Review. La contraception. En 1916, elle ouvre à Brooklyn une clinique de contrôle des naissances, fermée par les autorités 10 jours plus tard. Margaret Sanger est alors condamnée pour atteinte aux bonnes mœurs à 20 jours de prison. Elle fera ainsi 8 séjours en prison au cours de sa vie. En 1918, elle doit répondre au tribunal de distribution interdite d'informations sur la contraception. D'abord condamnée, elle obtient une annulation en appel et l'autorisation de communiquer sur la contraception en cas de maladie. Elle s'exile en Europe pendant 1 an pour échapper à d'autres poursuites. En 1921, elle fonde la Ligue américaine pour le contrôle des naissances, American Birth Control League, dont elle sera la présidente jusqu'en 1928 et qui deviendra en 1942 le planning familial. En 1951, elle incite à la recherche d'un contraceptif oral. Elle en trouve le financement et, en 1980, l'Énovide, dite la pilule, est mise sur le marché. L'avortement. Margaret Sanger ne lutta pas particulièrement pour l'avortement. Elle connaissait les dangers par son expérience d'infirmière. Elle n'était pas en faveur du droit à l'avortement et considérait que seules les solutions étaient la prévention et la contraception. Dérapage idéologique. Margaret Sanger considère que toutes les misères de ce monde sont imputables du fait que l'on permet aux irresponsables, ignorants, illettrés et pauvres de se reproduire sans que nous avons la moindre maîtrise sur leur fécondité, difficilement compatible avec la liberté de chaque femme d'avoir des enfants.
qu'elle souhaite. Cette forme d'eugénisme va ternir durablement l'image de Margaret Sanger. Ainsi, elle voit dans la contraception le moyen d'améliorer la vie des Afro-Américains en limitant leur nombre, mais ceux-ci dénonceront le fait que le planning familial organise simplement un génocide contre eux. En 1925, elle invite l'eugéniste français Georges Vacher de Lapouge à intervenir lors du 6e congrès du Birth Control. En 1926, elle donne une conférence sur le contrôle des naissances pour l'association Women of the Ku Klux Klan à Silver Lake. Elle propose la stérilisation ou l'internement des groupes dysgéniques et reçoit à son domicile, en septembre 1930, le conseiller d'Adolf Hitler en matière raciale, Eugène Fischer. Cela n'atteste pas qu'elle ait partagé les projets d'Hitler contre les Juifs. Ses prises de position sont fermement anti-nazis. Hitler, de son côté, fera brûler les livres de Margaret Sanger aux côtés de ceux de Freud. Bilan d'une vie de lutte. Ces graves dérapages n'enlèvent en rien le fait que Margaret Sanger s'est battue pour que soit desserré le carcan idéologique d'une société condamnant toute communication sur la contraception sous le prétexte que ce sont des publications obscènes et fermant les yeux sur le sort de jeunes femmes mourant d'avortements clandestins. Création de l'IPPF. En 1962, à Bombay, Margaret Sanger et Lady Ramaro créent la Fédération internationale du planning familial, l'IPPF, qui regroupe aujourd'hui 149 associations membres dans plus de 189 pays, organisées en 6 régions. Le siège social est à Londres. Changement de cap avec l'arrivée de Marie Calderon. En 1953, Marie Calderon, médecin, est embauchée comme directeur médical. Son passage au sein de l'IPPF fut profitable aux différentes causes comme la légalisation de l'avortement ou la diffusion d'informations sur le contrôle des naissances. Le courrier reçu par l'IPPF lui fait prendre conscience du manque de connaissances en matière de sexualité dans la société américaine. En 1964, elle quitte le planning familial pour fonder le CIESUS, qu'elle préside jusqu'en 1982. Son but est clairement affiché. Il y a trop de noms dans l'éducation sexuelle. L'approche du CIESUS, S-I-E-C-U-S, sera basée sur les oui. Une éducation sexuelle qui enseignera aux enfants, dès leur naissance, ils sont des êtres sexuels et ceci est positif, naturel et sain. Collusion avec l'Institut Kinsey. Cette théorie qui consiste à informer l'enfant dès sa naissance qu'il peut avoir une activité sexuelle vient directement des conclusions d'Alfred Kinsey. En effet, celui-ci a pratiqué à la masturbation sur des enfants dès l'âge de 4 mois, montrant qu'il y avait des formes d'orgasme et donc que les enfants pouvaient avoir une sexualité. Or, la pédopsychiatrie a montré par des années d'observation que les enfants, comme les adolescents, doivent être protégés pendant l'évolution et la maturation de leur psychisme et qu'ils ne doivent pas être mis en présence de la sexualité adulte sans risque majeur d'effraction psychique et de lourdes conséquences sur leur vie tout entière. Les affirmations de Marie Calderon. Sur la sexualité adulte, Marie Calderon affirme que l'acte sexuel est plutôt réservé au mariage et que la sexualité trouve son expression maximale dans le lien permanent homme-femme. Pour ce qui concerne les enfants, Marie Calderon montre une véritable insistance à l'éducation sexuelle dès l'enfance, voire la petite enfance. Ainsi, une des conférences a pour titre « La sexualité dans la petite enfance ». Le besoin d'une théorie de l'apprentissage. Pour quelles raisons l'enfant devrait-il avoir une éducation sexuelle? L'explication n'est jamais donnée clairement, mais on reconnaît là l'influence des résultats de Kinsey, affirmant que les enfants ont une vie sexuelle, y compris les bébés. Marie Calderon affirme que des professionnels qui ont étudié les enfants ont confirmé la forte sexualité des nouveau-nés. Les professionnels en question sont des chercheurs de l'équipe de Kinsey, qui ont masturbé des centaines de très jeunes garçons, y compris des bébés, pour décrire ce qu'est l'orgasme d'enfant. Tension externe, convulsions violentes, bouche déformée, langue protubérante, regard fixe, secousses violentes du pénis, crise de larmes notamment chez les plus jeunes. Ce projet de recherche extrêmement ambigu et cette description glaçante d'orgasme d'enfant sont encore aujourd'hui la seule référence scientifique de Marie Calderon et de l'IPPF. Or, cette approche est en fait une simple projection de la sexualité adulte sur des enfants qui ne demandent rien et ne comprennent rien à la demande sexuelle d'un pédophile. De fait qu'il s'agit d'une des plus graves tentatives de banalisation de la pédophilie, car en considérant que l'enfant a des besoins sexuels, comment blâmer un pédophile qui vient combler ce manque? Or, la vérité scientifique établie par des observations de la pédopsychiatrie est que l'enfant est sexué mais pas sexuel. L'écriture des droits sexuels supervisée par Jacqueline Sharp, présidente de l'IPPF. Dans la ligne droite de l'approche de Marie Calderon, la présidente de l'IPPF, la pédopsychiatre Jacqueline Sharp dirige entre 2006 et 2008 une commission interne à l'IPPF chargée de rédiger les droits sexuels.
Ce texte est approuvé par l'IPPF et promu à travers le monde via les multiples associations de l'IPPF. Il s'agit d'un manifeste déclaratif assez hétéroclite qui associe des causes historiques de l'IPPF comme la protection des jeunes femmes, l'égalité homme-femme, l'égalité des droits à la sécurité pour tous, avec une conception de la sexualité des enfants très préoccupante. En effet, tout en prônant une certaine protection des mineurs, ce texte évoque une possibilité de droit à la sexualité pour les enfants qui vient tout droit des théories d'Alfred Kinsey relayées par Marie Calderon. Ainsi que l'affirme Ariane Billéran dans une analyse précise des droits sexuels, cette déclaration est comme 3 gouttes d'arsenic dans 3 litres de lait. Malgré cette ambiguïté flagrante relevant d'une forme de propagande pédophile des droits sexuels, servent de base à de nombreux travaux menés par l'ONU, l'UNICEF et l'OMS pour l'éducation à la sexualité. Financement de l'IPPF. L'IPPF est financé par les gouvernements, des fondations, la Commission européenne et le Fonds des Nations Unies pour les projets spéciaux. L'IPPF collabore souvent avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies, FNUAP, et l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. L'IPPF est un des plus importants lobbyistes dans l'Union européenne pour des principes de santé sexuelle et des droits reproductifs. Le planning familial en France. En 1955, création de l'association La Maternité Heureuse par Evelyne Sulro, Marie-André Lagroix, Well Allais et Catherine Valadreg, puis plus tard Pierre Simon en faveur du contrôle des naissances. En 1958, La Maternité Heureuse s'affilie à l'IPPF et devient en juin 1960 le mouvement français pour le planning familial, apparenté au mouvement d'éducation populaire et regroupant 20 fédérations régionales pour 69 associations départementales. Entre 1961 et 1967, les premiers centres d'accueil et d'information sont ouverts clandestinement. En 1974, le planning familial entre au Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale, CSIS. Le MFPF défend depuis longtemps le principe d'éducation sexualisée. Discussion. Issue de luttes pour sauver de la mort de jeunes femmes lors d'avortements clandestins, l'IPPF s'est construit dans l'adversité et promeut aujourd'hui des logiques d'intervention sanitaire qui évitent beaucoup de drames. Pour autant, son approche de la sexualité de l'enfance et de l'adolescence est issue des très contestables publications de l'Institut Kinsey. Les concepts de santé sexuelle et de droits sexuels portés par l'IPPF ne tiennent pas compte des avancées scientifiques de la pédopsychiatrie qui déconseillent formellement l'information sur les pratiques sexuelles adultes à des enfants ou à des adolescents. Or, dans ses interventions, notamment en milieu scolaire, le planning familial associe au message de prévention incontestée un discours très ambigu sur la possibilité d'une sexualité dès l'enfance. Article rédigé par François Debelle en juillet 2020. Donc voilà les amis, là c'était un petit aperçu de l'IPPF. Donc on est d'accord que voilà, donc Alfred Kinsey est encore et toujours présent euh, dans, l'idéologie, on va dire, pédophile, quoi. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe à l'heure où vous avez écouté cette vidéo. Je vous mets tout dans le descriptif et puis on va continuer à creuser un petit peu plus. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.